La vie a une manière curieuse de vous tendre un scénario que vous n'avez pas demandé. Le mien semblait écrit au marqueur indélébile le jour où mon petit frère Marc est né. Je m'appelle Yen, j'ai 35 ans, et je gagne ma vie décemment en tant qu'ingénieur logiciel ici, au Texas. C'est une vie que je me suis construite, pièce par pièce, à la force du poignet. Mais selon ma famille, cela signifie simplement que je suis celui qui devrait avoir plus à donner, surtout à Marc. Marc, l'enfant prodige, l'a toujours été. 3 ans plus jeune que moi, beau, charmant, et totalement convaincu que le monde et nos parents lui devaient tout. En grandissant, il n'a jamais été subtil. Mon 10e anniversaire? J'ai reçu un vélo d'un grand magasin. Le 10e anniversaire de Marc? Un BMX sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de la voiture de mon père. Noël était un défilé des derniers gadgets et tendances pour Marc, tandis que mes cadeaux étaient toujours pratiques. Un nouvel ensemble d'encyclopédies, des chaussettes, des bons d'achat pour des librairies. Maman et papa disaient toujours, Yen est tellement indépendant, il n'a pas besoin de tout ce tapage. Oh, Marc, lui, a besoin d'un peu d'aide et d'encouragement supplémentaire. Ce n'était pas seulement une question de cadeaux, c'était l'attention, les louanges pour les moindres petites choses qu'il faisait. Marc rapportait un dessin à la maison, et on l'acclamait pour son effort maximal. Mes excellentes notes? Eh bien, c'est juste Yen qui est Yen, non? Le véritable fossé s'est creusé avec l'université. Je m'étais démené au lycée, cours avancés, petits boulots, clubs académiques. J'ai intégré une bonne université locale, avec l'intention de faire la navette pour économiser de l'argent. Ce n'était pas mon université de rêve, mais c'était un bon programme, et je pensais éviter les dettes étudiantes. Marc, lui, s'en sortait à peine, plus intéressé par les fêtes que par les études, mais il voulait l'expérience universitaire dans une grande université d'État, coûteuse, à des heures de route. Et bien sûr, il l'a eu, frais de scolarité, chambre, repas, livres, une voiture neuve, une généreuse allocation mensuelle qui dépassait probablement mes gains de mon boulot à mi-temps pendant un semestre, tout payé par maman et papa. Quand j'ai annoncé à mes parents que je vivrais à la maison et ferais la navette, maman a hoché la tête, puis a lâché la bombe, d'accord, Yen, mais si tu restes ici, tu devras contribuer. On aura besoin de $700 par mois pour le loyer et les charges. $700. Pour un jeune de 18 ans travaillant au salaire minimum dans une librairie universitaire, c'était astronomique. J'ai balbutié, leur rappelant la vie entièrement financée de Marc à l'université. Maman m'a juste adressé ce petit sourire crispé, Marc a besoin de ce soutien pour s'épanouir. Toi, tu es différent, tu es capable, tu dois apprendre la responsabilité. Papa a simplement acquiescé. Il présentait mon indépendance comme une raison pour me charger, tandis que la dépendance de Marc était une raison pour le combler de soutien. Alors, je l'ai fait. J'ai travaillé presque à temps plein tout en suivant un emploi du temps complet de cours. Je sautais des repas, achetais les nouilles instantanées les moins chères, fréquentais la bibliothèque pour les manuels ou les achetais d'occasion en ligne, en mauvais état. Chaque mois, ces $700 disparaissaient sur le compte bancaire de mes parents, un rappel constant de l'injustice. Pendant ce temps, Marc se plaignait des meubles de sa chambre universitaire lors des appels que j'entendais, recevant de l'argent de poche de maman chaque fois qu'il était un peu juste. On ne veut pas qu'il s'inquiète, l'ai-je entendu dire une fois. Pourquoi mes inquiétudes étaient-elles insignifiantes? Pourquoi ma lutte était-elle nécessaire, mais pas la sienne? Après mon diplôme, j'ai terminé avec mention, dans un programme d'ingénierie difficile, soit dit en passant. Marc a obtenu un vague diplôme en sciences humaines avec une moyenne d'accent grave peine 2 et quelques. Je suis parti le mois suivant, j'ai trouvé un petit appartement bon marché. J'ai vécu comme un moine pendant des années, économisant chaque dollar possible. J'ai travaillé dur, obtenu des promotions, construit une carrière stable. Marc, pendant ce temps, passait d'un emploi à l'autre. Il s'est marié avec Sarah, une femme douce qui semblait dépassée par ses exigences et leurs enfants, et ils ont commencé à avoir des enfants, 3 en succession rapide, des jumeaux de 7 ans maintenant, et un garçon de 5 ans. Et les aides financières des parents pour Marc et sa famille ont explosé. Nouvelle voiture quand la sienne tombait en panne ou était saisie. Je soupçonne que les loyers étaient pris en charge, les factures payées, et même le financement de certaines idées d'affaires à moitié cuites qui n'ont mené nulle part. Marc et Sarah semblaient s'y attendre, et maman et papa continuaient à signer des chèques, apparemment aveugles au fait qu'ils encourageaient l'irresponsabilité. Je gardais mes distances, les visitais pendant les fêtes,
mais partageaient de moins en moins sur ma propre vie. De toute façon, ça ne les intéressait pas. Mes succès étaient accueillis par un hochement de tête superficiel, suivi rapidement d'une mise à jour sur le dernier défi ou jalon de marque. Mon indépendance, autrefois une excuse pratique pour me refuser de l'aide, semblait maintenant être une déception silencieuse, comme si je ne fournissais pas le bon type de soutien, c'est-à-dire financier, à Marc. Après des années d'économie et de vie dans un appartement minuscule, j'ai enfin atteint un point où je pouvais acheter une maison, un endroit à moi, un sanctuaire. Cela représentait l'aboutissement de toutes ces années de privation, de paiement d'un loyer absurde à mes parents, de voir Marc tout recevoir sur un plateau. Ce serait à moi, et je savais avec une certitude absolue que je ne pouvais pas en parler à ma famille avant que ce soit fait. Leur dire transformerait cela en cirque, détournant immédiatement l'attention de mon accomplissement vers la manière dont cela pourrait bénéficier à Marc et sa famille. Je voulais cette seule chose, ce grand pas, pour être purement et égoïstement à moi. Alors, j'ai commencé à chercher en silence. Je passais mes soirées à naviguer sur Zillow, mes week-ends à visiter des maisons. Je n'en ai pas dit un mot à maman, papa, Marc ou Sarah. La seule personne au courant était mon ami David. David comprenait. Il avait observé cette dynamique familiale de l'extérieur pendant des années et était mon contrepoids silencieux. Garde ça secret, mec, m'a-t-il conseillé. Tu sais comment ils sont. Mon plan de secret total a fonctionné pendant quelques semaines glorieuses. Puis, le désastre a frappé. J'ai mentionné ma recherche de maison, en passant, à une collègue mignonne, que je pensais simplement amicale, mais qui s'est révélée être une commère de première classe avec un talent incroyable pour établir des connexions. Il s'est avéré que la cousine de Linda était la meilleure amie de Sarah. L'autoroute de l'information était d'une efficacité troublante. Les appels et messages ont commencé le lendemain. Maman, trop douce et curieuse, Yen, chérie, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu cherchais une maison? C'est merveilleux. Je me suis fait l'idiot, oh, je regarde juste comme ça, maman, rien de sérieux. Ça a duré environ 30 secondes. Eh bien, Marc, Sarah et moi en parlions, et nous avons tellement de bonnes idées. Tu auras besoin de quelque chose de grand, bien sûr, au moins 5 chambres pour les enfants, tu sais, et une chambre d'amis pour nous. J'étais sans voix. Ma recherche de maison était instantanément devenue un projet collectif centré sur leurs besoins. Maman, je n'ai pas d'enfant. Je cherche un endroit pour moi. Elle a ignoré. Oui, mais la famille, c'est important. Tu auras besoin d'espace pour que la famille de Marc vienne, pour que les enfants jouent, pour qu'on puisse rester. Marc s'est joint à la conversation, ajoutant son grain de sel sur la nécessité d'une grande cour et peut-être d'un garage pour 3 voitures pour ses projets. Sarah a gloussé à propos de vouloir une piscine. Cet appel n'était que le début. Pendant les 2 semaines suivantes, mon téléphone était une machine implacable de notifications. SMS, email, liens vers des maisons ou des manoirs, franchement en 5 chambres, 6 chambres, sous-sols aménagés, grand terrain, piscine, garage séparé. Chaque message mettait en avant des caractéristiques spécifiquement pour Marc, Sarah ou les enfants. Yen, celle de Maple Street a un sous-sol aménagé, Marc pourrait avoir son propre espace. Regarde cette cour, parfaite pour que les enfants courent. Cette propriété est à seulement 10 minutes de chez nous, on pourrait rendre visite aux enfants tout le temps. Il ne cherchait même pas à cacher que ça ne concernait pas moi. C'était épuisant, agaçant, et franchement bizarre. Au début, j'ai essayé de repousser doucement, répondant à certains en répétant « c'est trop grand pour moi » ou « je regarde dans une autre zone ». Ma logique était accueillie par des commentaires dédaigneux comme « ne sois pas bête, Yen, tu as besoin d'espace pour la famille » ou « tu peux te le permettre si tu gères bien ton argent ». L'ironie ne m'échappait pas. C'était comme parler à un mur. Finalement, j'ai décidé d'arrêter de m'engager. J'ai mis leurs discussions de groupe en mode silencieux, ignoré leurs appels et messages sur les maisons. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de discuter. J'ai simplement continué à chercher de mon côté, en silence. Je passais mes soirées en ligne, mes week-ends à conduire dans des banlieues tranquilles ou des petites villes hors de leur rayon préféré, à regarder des maisons modestes de 2 chambres, des maisons à rénover, tout ce qui semblait être un foyer réaliste et atteignable pour une personne. Cela semblait défiant, libérateur. Presque en même temps, j'ai eu une conversation bien overdue avec ma tante Carole. C'est la sœur de papa, perspicace comme une lame, et elle a toujours semblé voir la dynamique familiale telle qu'elle était,
même si elle n'intervenait pas toujours directement. J'ai vaguement mentionné la pression que je subissais concernant la recherche de maison. Tante Carole, oh, oui, je me doutais qu'ils essaieraient quelque chose comme ça. Puis elle a lâché une bombe, Yen, tes parents ne vont pas bien financièrement. Les défis de Marc au fil des ans, les aides financières, ont épuisé leurs économies. Peut-être même plus que ça, ils sont sous beaucoup de stress. Tout s'est éclairci. Il ne s'agissait pas seulement de trouver une maison plus grande pour Marc, mais de décharger sur moi un fardeau financier important qui les écrasait. Non seulement ils permettaient à Marc de continuer, mais ils détruisaient leur propre avenir en le faisant. Et maintenant, ils attendaient que leur fils négligé intervienne et répare les conséquences de leur favoritisme envers l'enfant prodige. Tante Carole n'excusait pas leur comportement, mais ces mots m'ont donné une compréhension froide et dure de leur désespoir. Elle m'a conseillé d'être prudent, de me protéger, car ils ne cesseraient pas de faire pression. Armé de cette connaissance, j'ai poursuivi ma recherche silencieuse avec une détermination renouvelée. J'avais plus que jamais besoin de mon propre espace, de ma propre stabilité. Je l'ai trouvé environ une semaine plus tard, une petite maison de 2 chambres dans une ville tranquille, à environ 40 minutes de mes parents et de Marc. Ce n'était pas luxueux. Elle avait besoin d'un coup de peinture et de quelques réparations. Elle avait une petite cour, assez pour un barbecue et peut-être un jardin, mais elle semblait solide, paisible. Dès que je suis entré, j'ai su que c'était celle-là, mon chez-moi. J'ai fait une offre le lendemain. La négociation a été tendue, mais elle a été acceptée. Le processus de clôture a été un tourbillon de paperasse, gardé complètement secret de ma famille. Le jour où j'ai obtenu les clés, debout seul dans le salon vide, j'ai ressenti une vague écrasante de soulagement, de fierté et de défi. Je l'avais fait, entièrement à mes propres conditions. Pendant les semaines suivantes, je les ai laissés continuer à envoyer des annonces. J'ignorais les appels, les laisser construire leur fantasme du manoir que je devais soi-disant acheter pour la famille. Je savais qu'un dîner familial obligatoire approchait. Maman en avait parlé il y a des semaines, insistant pour que tout le monde soit là. Je savais que c'était l'embuscade planifiée où ils me mettraient au pied du mur et exigeraient que je m'engage pour une de leurs propriétés choisies. David m'a conseillé de ne pas y aller, mais j'ai décidé que j'irais. Je ne me cacherai pas. J'irai avec mes clés en poche et lâcherai ma propre bombe. Je répétais mon discours dans ma tête. Je savais ce que je dirais, et je savais exactement quelle serait leur réaction. Le samedi soir, je suis arrivé chez mes parents à l'heure. J'ai pénétré dans le chaos habituel, les enfants criaient, Marc était affalé sur le canapé à regarder la télé, Sarah avait l'air fatiguée, maman s'affairait en cuisine, papa rôdait. Maman m'a salué superficiellement, déjà distraite. Le dîner était une affaire tendue, des conversations forcées ponctuées par le bruit des enfants et les plaintes bruyantes de Marc et Sarah sur la petitesse de leur appartement, sur le besoin d'espace pour les enfants, sur la difficulté de tout. Ils préparaient le terrain, m'amadouaient. Après le dîner, quand les enfants étaient enfin distraits par un film et que le dessert était servi, maman s'est raclé la gorge. Alors, Yen, dit-elle, arborant son sourire le plus éclatant et le plus faux. Yen, annonça-t-elle à la table, sa voix dégoulinante d'anticipation. Nous sommes tellement excités. Nous pensons avoir trouvé la maison parfaite pour toi. Marc et Sarah se sont immédiatement joints à elle, les yeux brillants d'une excitation qui semblait suspecte, presque avide. C'est incroyable, Yen. 5 chambres, un immense jardin, un quartier parfait. Marc ajouta, ouais, et le garage est énorme. Je pourrais enfin lancer ce projet de voiture classique. Maman sortit des impressions brillantes. Regarde, tu vois? Il y a une aire de jeu parfaite au rez-de-chaussée et une charmante chambre d'amis pour nous. C'est à seulement 15 minutes de chez Marc et Sarah, donc les enfants seront proches. On pourrait aller la voir le week-end prochain. L'agent est prêt. Il rayonnait, s'attendant clairement à ce que je sois ravi, reconnaissant. Ils avaient tout planifié, construit leur récit, ignoré mon silence, et maintenant ils me présentaient ma maison désignée. J'ai pris une profonde inspiration, posé ma fourchette avec soin. Tout le monde me regardait. Les enfants étaient silencieux pour une fois, sentant le changement dans l'air. En fait, dis-je, ma voix calme et claire, coupant leur bavardage plein d'espoir. Il y a quelque chose que je dois vous dire à tous. Leurs sourires ont vacillé légèrement, remplacés par de la curiosité. J'ai déjà acheté une maison. La pièce est devenue silencieuse. L'air semblait lourd.
Leurs visages se sont figés un instant, puis la confusion, l'incrédulité, et enfin la colère ont commencé à poindre. La voix de maman était aiguë, incrédule. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, tu as déjà acheté une maison? Ce que j'ai dit, maman, répondis-je, la regardant fixement. J'ai acheté une maison. J'ai conclu il y a 2 semaines. Marc balbutia, mais tu cherchais juste. Tu ne nous l'as pas dit. Je sais, dis-je. C'était un processus discret. Sarah se pencha en avant, la mâchoire serrée. Eh bien, quel genre de maison c'est? Celle de Back Street? La grande avec la piscine? Non, dis-je. Je marquai une pause, laissant l'anticipation monter. C'est une petite maison de 2 chambres à environ 40 minutes d'ici. C'est exactement ce que je cherchais, et elle est à moi. Pendant une seconde, juste un instant, j'ai vu de la surprise, peut-être même une touche de confusion, avant que la colère n'éclate. Une maison, s'exclama Marc, sa voix aiguë d'incrédulité et d'indignation. Comment sommes-nous censés tenir dans une maison? C'était tout. Cette seule question, criée à travers la table du dîner, résumait parfaitement toute leur vision de la situation. Ma maison n'était pas la mienne. C'était une ressource à laquelle ils avaient droit, un endroit où ils devaient s'intégrer. Vous ne le ferez pas, dis-je, ma voix désormais dure comme l'acier. Parce que c'est ma maison. Je l'ai achetée pour moi. Pas pour vous. Pas pour les enfants. Pas pour maman et papa. Pour moi. Maman retrouva sa voix, un grognement bas qui se transforma en cri. Yen, comment as-tu pu? Nous avons travaillé si dur pour trouver l'endroit parfait pour toi, pour la famille. Vous ne cherchiez pas un endroit pour moi, rétorquai-je, ma propre voix montant. Des années de frustration refoulée jaillissaient enfin. Vous cherchiez un endroit pour marquer sa famille. Vous avez ignoré tout ce que j'ai dit vouloir. Vous avez juste continué à envoyer des annonces de manoir que vous aviez décidé que Marc voulait. Mais nous en avons besoin, Yen, sanglota Sarah, des larmes jaillissant de ses yeux. Notre appartement est petit, les enfants sont à l'étroit, nous ne savons pas ce que nous allons faire. Le rebondissement arrive ici, mêlé de panique. Marc, paniqué, ajouta frénétiquement, ouais, Yen, notre bail expire le mois prochain, et le propriétaire vend. Nous n'avons nulle part où aller. Nous comptions là-dessus. La vérité était sortie. Leur désespoir ne concernait pas seulement vouloir plus d'espace, mais une crise immobilière imminente qu'ils n'avaient pas anticipée et qu'ils avaient simplement décidé que j'étais la solution, utilisant ma recherche de maison comme véhicule. Et ça, dis-je, ma voix retrouvant un calme dangereux, ce n'est pas mon problème. Papa frappa la table de la main. C'est horrible à dire, Yen. C'est ta famille, ton frère. Tu es égoïste. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce qui ne va pas chez moi. Je me levai, les chaises raclant le sol. Ce qui ne va pas, c'est que j'ai passé toute ma vie à vous voir tout donner à Marc pendant que vous me demandiez d'être reconnaissant pour des miettes. Ce qui ne va pas, c'est que j'ai enfin pris ma défense, travaillé dur, acheté ma propre maison, et votre première réaction est de crier que vous ne pouvez pas y tenir et que ça ne résout pas le problème de Marc. Le chaos éclata. Sarah pleurait ouvertement. Maman criait que j'étais ingrat, qu'elle m'avait élevé mieux que ça. Papa, le visage rouge, fulminait sur la loyauté familiale et la déception. Marc restait assis là, abasourdi et boudeur. J'ai pris mes clés sur le comptoir. Je pars, dis-je. Maman se précipita vers moi. Tu ne peux pas partir comme ça, Yen. Nous sommes une famille. Je me tournai à la porte, regardant la scène de leur crise autoprovoquée et de leur colère mal placée. Regarde-moi, dis-je. Je sortis, montai dans ma voiture et partis. Ma main tremblait sur le volant, un mélange d'adrénaline résiduelle, de colère et d'une étrange et puissante sensation de libération. Je l'avais fait. Les conséquences seraient énormes, mais j'avais enfin, vraiment, tracé une ligne. Le barrage a commencé avant même que je rentre chez moi. SMS, appels, messages vocaux, messages furieux, supplications, messages culpabilisants de maman, papa, Marc, Sarah, accusations de cruauté, cris sur comment je ruinais la vie des enfants, supplications désespérées pour reconsidérer, vendre ma petite maison et acheter quelque chose de convenable pour la famille. J'ai mis les discussions de groupe en mode silencieux, laissé les appels aller sur le répondeur.
Écouter les messages vocaux était difficile, entendre la colère brute, les larmes feintes, le pur sentiment de droit tordu en victimisation. Le message vocal de papa n'était que lui criant sur la trahison. Puis la famille élargie a commencé à s'impliquer. Appel de tante et d'oncle, clairement motivés par mes parents, répétant les mêmes lignes, « Yen, la famille passe en premier. Tu ne peux pas aider ton frère? Il est dans une situation difficile. » Je les ai gérés calmement mais fermement, expliquant brièvement que j'avais acheté ma maison pour mes besoins et que la situation de logement de Marc était distincte. La plupart n'ont ni compris ni accepté. Le troisième rebondissement arrive dans les conséquences. Tante Carole a rappelé quelques jours plus tard. Elle avait parlé à maman. La situation était pire que ce que je pensais. « Yen, dit-elle, la voix fatiguée. Tes parents ne sont pas seulement stressés, ils sont dans de graves problèmes. Toutes ces fois où ils ont aidé Marc, ils ont hypothéqué leur maison, épuisé leurs économies pour la retraite. Ils comptaient absolument sur toi pour acheter un grand endroit où la famille de Marc pourrait vivre avec toi. Ou peut-être même envisageaient-ils que tu prennes en charge leur maison pour qu'ils puissent réduire la taille et donner leur maison actuelle à Marc. Je ne connais pas le plan exact, mais ils étaient désespérés. Ils n'ont plus d'argent pour continuer à le renflouer, et ils font face à leur propre précipice financier. C'était une confirmation sombre. Leurs années à permettre aveuglément à Marc avaient causé des dégâts, détruit leur propre sécurité financière, et leur solution était d'exiger que le fils qu'ils avaient négligé répare le gâchis créé par le fils qu'ils avaient favorisé. C'était tragique, insensé, et cela confirmait que ma position ferme ne concernait pas seulement une maison, mais briser un cycle toxique. Emménager dans ma maison était surréaliste. Elle était petite, avait besoin d'un coup de peinture et de quelques réparations, mais elle était calme, paisible. Chaque carton déballé, chaque clou enfoncé était une victoire. Cet espace était à moi, sans condition, sans attente cachée, sans exigence de faire de la place pour la vie de quelqu'un d'autre. La famille est silencieuse maintenant. Bloquer leur numéro était nécessaire pour ma tranquillité d'esprit. Je sais qu'ils affrontent leurs propres conséquences, le logement de Marc, les problèmes financiers des parents. Je ne connais pas les détails, et honnêtement, je ne peux pas m'impliquer. Je ressens une profonde tristesse pour la perte de la famille que j'aurais voulu avoir, celle où l'amour n'était pas conditionné à ce que je pouvais fournir à l'enfant prodige. Mais je ressens aussi une profonde paix et un instinct de préservation. Ma maison est calme, le téléphone est silencieux. Cela m'a coûté ma famille immédiate, peut-être définitivement, mais j'ai enfin quelque chose qui est véritablement, inconditionnellement à moi, une fondation construite de mes propres mains, pour ma propre vie. Et pour l'instant, cela doit suffire. L'avenir de ces relations est incertain, une question ouverte qui plane dans le silence. Mais ici, dans ma petite maison paisible, je suis enfin véritablement chez moi.